Jeudi 25 février 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Toutes les dispositions utiles sont prises par le gouvernement pour prévenir et décourager les actes de nature à compromettre la paix en période électorale. L'assurance a été donnée par Alain Orunla ce mercredi 24 février 2021 lors de ses réponses aux questions d'actualité après le Conseil des ministres. Lancement ce jeudi 25 février 2021 de la 3e édition de l'examen national de Master au Collège d'enseignement général de Saint-Rita. 486 candidats sont retenus pour cette édition. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et puis la ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a dévoilé ce mardi 23 février 2021 les grands points de l'agenda 2021 de son ministère professionnel des médias. Les détails sont à suivre. C'était donc les titres. Démarrons cette édition, mesdames, messieurs, par une brève. Le positionnement des candidats sur le bulletin unique pour la présidentielle du 11 avril 2021 est connu. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi 25 février 2021 à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le duo Corentin Korwe et Irénée Agossa occupe la première place. En deuxième position vient le duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Nkpe. Le duo Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata occupe la troisième position. Le gouvernement ne restera pas les bras croisés face aux appels à la violence en cette veille de la présidentielle du 11 avril prochain. Toutes les dispositions utiles sont prises pour prévenir et décourager ces actes de nature à compromettre la paix en période électorale. L'assurance a été donnée par le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, ce mercredi 24 février 2021 lors du Conseil des ministres. Suivez le point de cet Conseil des ministres. Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violence à l'occasion de ces élections à venir.
Et puis vous venez de suivre Alain Orunla sur les réponses aux questions d'actualité après le Conseil des ministres. Plusieurs sensibilités du tissu social étaient présentes à la salle de réunion de la mairie de Parakou ce mercredi 24 février 2021 pour une séance de sensibilisation sur la problématique de la paix en période électorale. C'est une rencontre qui fait suite à l'étape de Savet dans le département des Collines-Atadjé. L'échéance de la présidentielle de 2021 approche à grands pas. Pendant que certains partis politiques peaufinent les stratégies dans leur état-major, certaines franges de la classe politique se livrent à des propos tendancieux qui, à la limite, visent à troubler la paix. Face à cette situation qui ne doit être banalisée, il faut agir, surtout en cette période préélectorale et électorale. Le contexte et la période s'y prêtent parfaitement. Contexte parce que la réforme du système partisan au Bénin continue de connaître quelques difficultés de mise en œuvre et les populations à la base ne parviennent toujours pas à faire la part des choses. Du coup, il est toujours facile de les amener à des exactions qu'elles pourraient regretter plus tard. Période parce que les campagnes électorales sont pour bientôt. En la matière, Parakou est reconnu comme un foyer de tension et les politiciens en abusent à dessein. On doit réussir à enterrer définitivement cette image de nous. On peut bien ne pas apprécier une situation et choisir une forme honorable pour exprimer les ressentiments. Madame la première vice-présidente, c'est ce qu'il m'a paru important de dire en signe d'accompagnement à cette noble mission que vous accomplissez. Pour étouffer tout appel à la révolte populaire, presque toutes les sensibilités de la couche sociale étaient présentes à la salle de réunion de la mairie de Parakou. Nous sommes ici pour inviter les chefs d'établissement, les leaders religieux, les parents, tous ceux qui, de près ou de loin, ont des adolescents à leur charge, sont venus ici pour leur dire que rien ne dépasse leur vie. Que pour les élections qui s'annoncent, nous voulons que tout se passe bien. Nous voulons qu'il y ait élection dans la paix et la protection des vies. Nous ne voulons plus qu'à Savet, Parakou, Bandel, après les élections, nos enfants tombent. Nous ne voulons plus qu'il y ait des emprisonnements. Nous voulons que tout se passe bien. Et il est possible que tout se passe bien si dès maintenant, nous ne commençons pas à parler à nos enfants. Si dès maintenant, les mamans mettent en garde leurs enfants. Si dès maintenant, les papas jouent leur rôle. Si dès maintenant, les directeurs d'établissement dans les collèges et lycées parlent aux enfants de la nécessité de la paix et de la nécessité pour eux de préserver les vies. Cette noble mission à laquelle la première vice-présidente de l'Assemblée nationale s'investit, elle entend la poursuivre partout où la paix est menacée afin d'étouffer les germes de violence dans le cœur des citoyens, souvent manipulés. Conférence de presse ce mercredi 24 février 2021 du duo Corentin Korwe et de Irénée Agonsa. Ils ont dévoilé à l'opinion publique le caractère inclusif de l'élection présidentielle après avoir martelé que leur candidature est celle de l'opposition. La sortie médiatique a été une occasion d'appeler à l'opinion et à l'union et à une élection apaisée. Le récit de Maro Fabiola Boussari. Première sortie du duo Corentin Korwe-Irénée Agonsa après la publication de la liste définitive des candidats retenus pour prendre part à l'élection présidentielle d'avril 2021. À ce moment d'échange avec les professionnels des médias, ils ont apporté des clarifications sur le processus ayant abouti à la validation de leur dossier de candidature, une candidature de l'opposition. Nous sommes fiers d'être candidats de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Ce qui fait de cette élection une élection inclusive. Et quiconque qui dit que l'opposition n'est pas présente, lui n'est pas opposant. Notre duo est la surprise de cette élection. Nous sommes l'étonnement. Et quand ils disent que l'élection est exclusive, c'est qu'ils ne veulent pas assumer l'échec de leur démarche. Une démarche qui, selon lui, visait à acquérir le parrainage de façon clandestine par le biais d'une équipe installée dans un pays voisin.
Irénée Agossa rappelle la méthode par laquelle il est parvenu à convaincre les élus à libérer les parrainages. Nous avons pu toucher le cœur des députés pour leur dire, vous avez tout, mais permettez-nous de manifester ce que nous vivons. Nous avons discuté avec eux, détaillé, posément, depuis des mois. Certains ont accepté, d'autres ont refusé, mais petit à petit, on a pu faire le nombre. Et enfin, on a rencontré les deux présidents de parti, séparément et ensemble, pour discuter avec eux. C'est ça la procédure. Chers camarades du Parti Les Démocrates, il est temps de tourner la page de la peur, de la haine, de la division et des clivages politiques et ethniques. Il se murmure dans une franche partie de l'opposition que le duo serait de connivence avec le pouvoir en place, une lecture que rejettent les candidats. C'est parce qu'ils sont avec Talon. Moi, je ne connais même pas Talon. Je ne le connais pas. Voir quelqu'un à la télé ne suffit pas. Talon ne peut pas me voir, moi, dans le groupe, et dire, je le connais celui-là. Moi non plus. Mais pourquoi au Bénin, vous pensez que les autres, là, ils ne sont rien, et que c'est vous? Pourquoi? Vous cherchez celui qui va combattre quelque part là-bas, non? Et vous l'avez en face, et vous doutez. Et nous sommes ici. Moi, je suis dans le pays. Et lui, il a mis parrainage, et je ne peux pas tout faire pour avoir. Et moi, j'ai parrainage, on dit que non, c'est un rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Corentin Koroué et Irénée Agossa ont tenu à rappeler qu'ils ne sont point partisans de la violence. Pour eux, l'élection doit se faire en toute quiétude. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi la voie des urnes. C'est officiel, depuis ce mercredi 24 février 2021, le Parti social-démocrate PSD n'ira pas à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en cavalier solitaire. Il a décidé de fédérer aux côtés du bloc républicain. L'annonce a été rendue publique à la faveur d'une déclaration de presse. On écoute un extrait des propos de son président, l'honorable Emmanuel Golou. Il était grand temps, comme vous l'attendiez certainement, qu'enfin nous fassions le pas pour clarifier ce qui jusque-là est resté doute et questionnement. Le Bénin est en train d'écrire depuis 2016 une autre page de son histoire, une page dont les lignes sont empreintes de profondes transformations, parfois douloureuses, mais pleines de bonnes perspectives. Et que face à certains défis tels que ceux qui s'annoncent, il n'y a qu'ensemble que nous pouvons les relever. C'est donc en conséquence de cette évidence que, faisant écho aux incessants appels de notre base militante, nous avons décidé de rejoindre la mouvance présidentielle. C'est à ce prix que nous pourrons nous-mêmes nous assurer de léguer demain à la postérité un héritage consistant. Nous annonçons solennellement aujourd'hui que c'est aux côtés du bloc républicain que nous déposons les valises du parti, parce que le bloc républicain est un parti jeune. Permettez-moi de profiter de cette tribune pour lancer à tous nos compatriotes un message d'apaisement et de cohésion pour une élection pacifique. Lancement ce jeudi 25 février 2021 de la 3e édition de l'examen national de master au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au total, 486 candidats composeront les 25 et 26 février 2021. Diane-Christine Onioudje, Sylvain Idoto. La 3e édition de l'examen national de master a démarré ce jeudi 25 février 2021. Édition qui compte 486 candidats, dont 187 filles et 299 garçons issus de cette filière, à savoir marketing, communication et commerce, MCC, finance, comptabilité, audit, FCA, gestion des ressources humaines, GRH, transport logistique, TL, banque finance, BF, assurance, AS, entrepreneuriat et gestion des projets, EGP. Ces candidats sont répartis
en 25 salles, de 14 à 21 candidats, selon la filière et la salle. Tout a été mis en œuvre pour garantir le bon déroulement des épreuves conformément aux tests en vigueur. Pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'organisation de cet examen national de master est à saluer. Cet examen devrait avoir lieu depuis juillet, mais il fallait le soubassement pour y arriver. Et c'est la décision, je vais dire personnelle, du président de la République qui nous a amené donc à prendre donc les actes nécessaires pour continuer de faire cet examen. Nous ne pouvons pas passer sans la qualité de la ressource humaine si nous voulons transformer structurellement notre économie. Et c'est le secteur dans lequel nous sommes et tous les éléments sont pris. Je salue aussi tous les cadres du ministère, les fêtières et puis tous ceux qui interviennent dedans pour que nous y arrivions. Et nous allons y arriver certainement. Pour cette troisième édition, on note une baisse de l'effectif comparativement à celui de l'année 2019, où le nombre de candidats était de 766. Soutenance de thèse ce mercredi 24 février 2021 à l'Institut des mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Les mathématiques de la décision et l'économie, optimisation multi-objectifs, algorithmes et simulation pour la trimestrialisation du produit intérieur brut. C'est le sujet qui a fait objet du document de thèse de l'impétrant Essessinou Raimi. Un nouveau docteur s'ajoute à la liste des enseignants-chercheurs des mathématiques appliquées et de la recherche opérationnelle de l'Université d'Abomey-Calavi. Durant une vingtaine de minutes, l'impétrant Raimi Essessinou a exposé devant les membres du jury le fruit de ses travaux de recherche axés sur les mathématiques de la décision et l'économie, optimisation multi-objectifs, algorithmes et simulation pour la trimestrialisation du produit intérieur brut. Les membres du jury, présidés par le professeur Léonard Todjihunde, directeur de l'IMSP, et des rapporteurs Marie-Odila Tanasso, économiste démographe, Nadia Aïssi de l'Université Mohamed V du Maroc, estiment recevable sa thèse de soutenance. Le jury a apprécié donc, votre présentation. Vous avez fait un effort appréciable lors de la présentation pour rendre clair et concis le contenu des résultats. Le jury l'a beaucoup apprécié. Le jury également a noté que les résultats auxquels vous êtes parvenus sont assez originaux. Face aux nombreuses questions des membres du jury, vous avez eu des réponses appropriées et satisfaisantes. Le jury l'a noté. Et a également noté que le riche débat qu'il y a eu autour de la question suite à votre présentation témoigne en fait de l'importance et de la pertinence du sujet sur lequel vous avez travaillé. Le jury a décidé à l'unanimité d'accepter votre travail comme une thèse de doctorat unique dans la spécialité, dans le domaine de mathématiques appliquées, dans la spécialité recherche opérationnelle et optimisation, et vous décerne à partir de ce jour le grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable et les félicitations orales du jury. Plusieurs réflexions ont permis d'aboutir à ces résultats. L'impétrant explique l'intérêt d'un tel sujet de recherche. Nous avons travaillé sur les mathématiques de la décision et les problèmes économiques. En fait, tout au long des travaux, nous avons conçu un modèle qui permet de prendre en compte les interactions entre les différents acteurs en jeu. Et pour pouvoir faciliter l'utilisation, nous avons appliqué ça au domaine économique lié principalement aux comptes nationaux pour lesquels nous voulons désagréger, sinon trimestrialiser les informations annuelles qu'on produit souvent avec un retard. Et cela nous permet de faire des projections pour pouvoir prendre des décisions au moment adéquat et de façon judicieuse. À en croire Raimi Essessinou, les résultats de ce travail de recherche sont applicables dans plusieurs domaines dont la gestion et l'allocation des ressources, le réseau de distribution d'eau et les échanges commerciaux.
La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Soumarou, a dévoilé ce mardi 23 février 2021 les grands points sur l'agenda 2021 de son ministère aux professionnels des médias. C'était en présence de ses collègues du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et celui de la communication et de la poste. Le compte rendu est signé Karina Dini. Présenter les grandes lignes de l'agenda 2021 du numérique et de la digitalisation, c'est le but de cette rencontre tenue par la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou avec les parties prenantes du secteur et les professionnels des médias. L'agenda de cette année riche en activités va s'articuler notamment autour de l'extension du haut et très haut débit et de la poursuite et l'accélération de la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives par le portail national des services publics. La zone économique spéciale de Glodjigbe représente un pôle économique important pour notre pays, un pôle ouvert sur l'international, et nous allons travailler cette année à ce que la connectivité de cette zone économique spéciale soit réalisée. Nous avons, dans le cadre de ce qui a été fait en 2020, connecté 10 sites universitaires publics et il nous en reste 12. Donc, cette année, nous allons nous assurer d'une connectivité haut débit au niveau de ces 12 sites universitaires restants et asseoir également la stratégie qu'il faut pour intégrer les établissements privés au réseau béninois d'éducation et de recherche. La réalisation d'un réseau métropolitain à fibre optique au niveau de Parakou est également à l'ordre du jour. Nous allons également passer au déploiement de points d'accès, donc les hotspots Wi-Fi, dans certaines zones à forte fréquentation dans les communes. Occasion pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation de revenir sur les grands exploits réalisés par son ministère au cours de l'année 2020. La mise en service des points numériques communautaires, la mise en service des centres d'accès aux communautaires, aux TIC dans les bureaux de poste, il y en a 14 à ce jour. Nous avons aussi déployé des sites de téléphonie mobile dans certaines zones blanches. Et tout dernièrement, le projet intégré de transformation numérique des régions rurales qui vient, disons, pour accélérer la couverture dans les zones rurales a été mise en place. En ce qui concerne la TNT, la transition vers la télévision numérique terrestre, toute l'infrastructure aujourd'hui réalisée, les 29 sites sont en place et équipés. Sur le volet e-commerce, le cadre juridique a été donc fixé de façon appropriée dans le Code du numérique. La PNPE, la plateforme nationale de paiement électronique, est en train d'être opérationnalisée progressivement. Au regard du contenu de l'agenda 2021 et du bilan satisfaisant de l'année 2020, les ministres Alain Oronla et Aurélien Agbenonsi, présents à cette rencontre, n'ont pas manqué d'encourager leurs collègues à poursuivre dans la même lancée pour le rayonnement du secteur du numérique au Bénin. J'avais indiqué lorsque le président m'a confié cette charge que mon job était d'aider à révéler le Bénin à l'étranger, de porter le Bénin vers le monde, mais aussi de révéler le monde au Bénin. En période de pandémie, comment aurais-je pu continuer cette mission si le secteur dont ma collègue est en charge n'était pas efficace? À la détermination du président Patrice Talon, je voudrais féliciter celle du ministre du Numérique et de la Digitalisation, qui est une passionnée du numérique, qui montre d'une détermination, d'une abnégation et d'une assiduité dans les progrès de notre pays. Les membres des parties prenantes du secteur du numérique présents ont à leur tour promis d'accompagner la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou pour l'atteinte des objectifs de la mission qui lui est confiée. Le Bénin a reçu d'importants équipements mobiliers hospitaliers des mains de l'organisation Matacross International. Cela vient appuyer la prise en charge des malades dans les centres de santé au Bénin. C'était une cérémonie fort simple qui a conduit la présence des représentants du ministre de la Santé et celui des Affaires étrangères et de la coopération. Suivez le compte rendu de Stanislas Tataléon pour plus de précisions.
50 lits, 50 matelas, 75 fauteuils roulants. Ce sont là quelques mobiliers hospitaliers offerts par l'organisation Matacross International au Bénin. Ces matériels viennent ainsi renforcer la prise en charge des malades dans les centres de santé. La cérémonie qui nous réunit est une œuvre de la fondation Maltacross International. Et Maltacross International est une organisation sous tutelle de notre ordre à travers laquelle nous procédons à la collecte et à la redistribution de dons à travers le monde. Et l'une des vocations premières de la Fondation Maltacross International est d'offrir un accès équitable aux soins, aux services et aux soins de santé pour tous. Nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner les multiples efforts que déploie actuellement le gouvernement du Bénin dans le renforcement du plateau technique médical et l'équipement des formations sanitaires. C'est pour ça que nos actions sont vraiment orientées dans ce sens et nous voulons notre volonté, c'est de devenir l'un des meilleurs partenaires du Bénin en la matière. Le représentant du ministre de la Santé a remercié tout le personnel de l'organisation Matacross International pour cette initiative et a promis que les matériels reçus seront utilisés à bon escient. Cet élan de générosité sans cesse croissant témoigne de l'attachement combien important de Matacross au Bénin et au bien-être de la population béninoise, ainsi que la volonté de réduire les inégalités comme le représentant l'a bien souligné tout à l'heure. Monsieur le représentant spécial pour le Bénin, soyez-en infiniment remerciés. Et je vous prie de bien vouloir transmettre au chef de la Fondation les sincères remerciements du peuple béninois. D'ores et déjà, soyez rassurés que les équipements que vous nous offrez aujourd'hui seront déployés très rapidement dans nos fonctions sanitaires et qu'on en fera un très bon usage. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération n'a pas manqué à son tour de remercier les donateurs. Il se réjouit du fait que le Bénin fasse partie des pays bénéficiaires de cette organisation. Je voudrais remercier les hautes autorités de la KM-FAP, son représentant spécial à Cotonou, pour ce geste habituel, mais très amical. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter plein succès à la mission spéciale de l'ordre à Cotonou, ainsi qu'à ces organisations qui opèrent sur le territoire du Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon travaille, comme nous le savons tous, à hisser au plus haut niveau la coopération entre le Bénin et l'ordre. L'organisation Matacross International n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet multiplier ses dons pour une meilleure prise en charge des malades dans les hôpitaux au Bénin. Allons à présent au Zimbabwe. Le pays a intensifié sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Une semaine après avoir reçu 200 000 doses de vaccin chinois Sinopharm, 600 000 doses supplémentaires sont attendues le mois prochain. Il faut préciser que le Zimbabwe est l'un des pays les plus rares africains à avoir commencé les vaccinations. Le reportage de nos confrères de la CCTV+. Au cours de l'année écoulée, le docteur Tendai Chebva, médecin spécialisé dans les accidents du travail dans le plus grand hôpital de référence du Zimbabwe, s'est fié à son masque, à son désinfectant pour les mains et à la distanciation sociale pour éviter de contracter le coronavirus. Mais ce jour, elle reçoit un deuxième bouclier systémique, le vaccin Sinopharm. Cela ne signifie pas qu'après avoir été vacciné, on peut se relâcher et simplement cesser les précautions que tout le monde prend depuis un certain temps, mais on sait que son corps commence à développer des anticorps contre cette Covid-19. Il donne ainsi en quelque sorte l'assurance d'être protégé. Elle fait partie des dizaines de professionnels de la santé qui sont souvent confrontés à la pandémie et qui se font vacciner. Je travaille dans l'une des installations anti-Covid à Harar. J'ai vu des gens mourir littéralement devant moi. J'ai juste eu la chance de ne pas avoir été contaminé, mais j'avais besoin de ce vaccin pour me sentir protégé. La campagne de vaccination au Zimbabwe a commencé le 18 février, alors que certaines réticences de la population concernent les piqûres. Les autorités ont pris des mesures pour rassurer le public.
affirmant que le gouvernement n'achètera que des vaccins efficaces et sûrs. Le gouvernement affirme avoir pleinement confiance dans le vaccin Sinopharm administré ici, mais insiste sur le fait que la décision de le prendre ou non se fait sur la base du volontariat. Le personnel de santé en première ligne exhorte ceux qui ont encore des doutes à suivre leur exemple. Les gens disent toujours beaucoup de choses sur les vaccins. Chaque fois qu'il y a vaccination, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, on dit toujours beaucoup de choses, mais on parle en tant que fournisseur de soins de santé. Si nous voulons en tant que nation lutter contre la Covid, nous devons nous faire vacciner. C'est pourquoi je donne l'exemple. Je suis ici aujourd'hui, j'ai été vaccinée parce que je veux que ce pays se débarrasse de la Covid. Le Zimbabwe prévoit de vacciner 10 millions de personnes, soit environ 60% de sa population. Cela, selon Harare, aidera le pays à obtenir une immunité collective contre le virus. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de journée en notre compagnie.